Je suis Luc Sac, conseiller environnemental chez Ecoétudes. Je vais vous parler aujourd'hui de construction en paille en abordant un historique de la construction en paille. Voici les principales thématiques que nous allons voir ensemble. Le matériau paille, les techniques générales de construction adaptées à la paille, les techniques de construction en paille avec la paille porteuse, la paille en remplissage d'ossature et les systèmes d'isolation par l'extérieur en paille. Nous regarderons aussi les techniques de construction de toiture avec de la paille. Et enfin, nous aborderons les ressources en céréales, en grains et en paille. Le matériau paille, nous allons découvrir son conditionnement, ses caractéristiques, le cadre dans lequel on peut l'utiliser et nous apercevoir qu'il est de plus en plus employé dans la construction. La paille est un produit agricole que nous allons transformer en matériau de construction. Elle est disponible sous plusieurs formes, des bottes de paille de différentes dimensions, entre 22 cm d'épaisseur jusqu'à 1,20 m d'épaisseur pour les bottes les plus grandes, de la paille hachée qui pourrait être utilisée en insufflation pour l'isolation, des panneaux de paille qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur. La paille est un matériau isolant très intéressant. Elle a une masse volumique comprise entre 80 et 120 kg par mètre cube, une conductivité thermique relativement faible, 0,044, et une capacité thermique massique importante de 1500 joules par kilo. La paille est donc un isolant lourd qui est bénéfique à la fois en hiver et en été. Par ailleurs, elle a un classement au feu normalement inflammable et protégée par un enduit ou une plaque, elle est classée BS1 D0 dans le classement européen. De plus, elle est très peu polluante puisqu'elle bénéficie d'une étiquette A+ au niveau de la qualité de l'air. Les bottes de paille sont disponibles dans plusieurs dimensions, avec une botte de 22 cm d'épaisseur, par exemple, la résistance thermique est de 5. Le déphasage thermique de 10 heures et le transfert de chaleur de seulement 7,6%. Avec 36 cm d'épaisseur, on obtient plus de 8 de résistance thermique, un déphasage de la chaleur de 16 heures, un transfert de chaleur très faible, 1,5%. Et bien sûr, un stockage important de gaz à effet de serre de 27 kg par mètre carré. Voyons maintenant dans quel cadre on peut utiliser la paille dans la construction. En France, elle est encadrée par des règles professionnelles qui permettent de l'utiliser dans tout type de construction. Elle est traduite en espagnol, en néerlandais et en anglais. À ce jour, il y a eu environ 10 000 règles professionnelles qui ont été vendues et distribuées. La construction en paille a un succès grandissant. On voit ici une carte d'Europe qui présente une petite partie des bâtiments construits sur notre continent.
vous noterez que la France en compte le plus grand nombre. Il y a environ 10 000 bâtiments construits en paille en France aujourd'hui. Voyons maintenant les techniques générales de construction qui s'appliquent pour bien préparer un chantier de construction en paille. Ces techniques de construction ne sont pas directement réalisées en paille, mais avec des matériaux qui permettent d'utiliser la paille. Tout d'abord, nous devons préserver la paille de l'humidité. Pour cela, on construit en paille à partir de 20 cm au-dessus du sol minimum et de 40 mm du sol intérieur minimum. On voit ici un exemple avec une partie en maçonnerie de 20 cm de hauteur, puis au-dessus, un dispositif de rupture de capillarité pour que l'humidité ne remonte pas dans les murs en paille, et des dispositifs d'étanchéité à l'air qui vont permettre de s'assurer que le bâtiment sera efficace d'un point de vue thermique. Nous en avons une autre illustration ici, avec des produits spéciaux pour la préservation des bâtiments vis-à-vis de l'humidité. Sur ce bâtiment, nous pouvons voir par exemple que dans la photo en haut à gauche, la paille ne commence qu'à une vingtaine de centimètres du sol. Et sur la photo de droite, que la partie enterrée du bâtiment n'est pas isolée en paille. Les règles professionnelles indiquent des règles à respecter pour gérer correctement la vapeur d'eau au travers de parois de paille. Deux règles très simples. La résistance à la migration de vapeur d'eau doit être décroissante de l'intérieur vers l'extérieur. La couche extérieure de la paroi doit être très ouverte à la vapeur d'eau. Les règles professionnelles donnent des indications très simples à respecter suivant la combinaison de parements qui sont appliqués sur une paroi en paille. Par exemple, la première avec un enduit extérieur et un enduit intérieur. Dans ce cas, il est exigé que la résistance au transfert de vapeur d'eau du côté extérieur soit inférieure à celle du côté intérieur, ou que la résistance de passage de passage de la vapeur d'eau soit inférieure à 1 mètre. Et donc, pour chacun des cas considérés, on se reporte à ce tableau pour avoir les valeurs à observer. Voyons maintenant les techniques de construction de murs en paille. Nous allons d'abord regarder les murs. On peut construire en paille porteuse. Dans ce cas-là, c'est la paille qui porte le bâtiment. Deuxième manière de faire,
un remplissage d'une ossature avec des bottes de paille. Troisième manière de l'utiliser, l'isolation d'un bâtiment à partir de bottes de paille appliquées sur une maçonnerie ou une structure de type bois. Nous allons commencer par examiner les techniques de paille porteuse avec des petites bottes qui sont couramment pratiquées un peu partout dans le monde. Le principe de la paille porteuse consiste à utiliser des bottes de paille, à les empiler à joints croisés, à réaliser des ouvertures de taille raisonnable, à laisser une distance suffisante entre les ouvertures pour que la paille puisse reprendre les efforts. Et une lisse haute en bois relie l'ensemble des parois isolées en paille et répartit les charges de la toiture sur l'ensemble de la périphérie isolée en paille. Cette technique de construction a démarré aux États-Unis au XIXe siècle, avec l'apparition des premières presses agricoles. On voit ici une photo d'une maison construite fin XIXe siècle aux États-Unis. Elle est en paille porteuse. Voyons maintenant une illustration contemporaine de la construction en paille porteuse. Nous sommes à Wellington, au Royaume-Uni, avec la construction de 2 logements sociaux. Première étape, un soubassement qui est rempli d'argile expansée et en parallèle, la préfabrication de la toiture et la préfabrication du plancher d'étage. Ensuite, le plancher d'étage est suspendu au-dessus du chantier, ce qui permettra de travailler à l'abri pour réaliser l'élévation des murs. Deuxième étape, le toit est suspendu au-dessus du bâtiment en construction. Les murs du deuxième étage sont bâtis en paille porteuse. Puis, le toit est descendu sur les murs en construction et vient les écraser et les stabiliser. Ensuite, un enduit de chaux est appliqué sur les 2 faces des parois. On peut aussi le faire avec un enduit de terre côté intérieur. On voit ici le résultat avec une maison qui ressemble à n'importe quelle autre maison construite de manière classique. Nous avons ici une coupe du bâtiment qui montre notamment les soubassements, le plancher qui est décollé du sol pour éviter toute remontée d'humidité et les murs en paille porteuse, ainsi qu'une isolation des combles avec de la ouate de cellulose. Voyons maintenant une illustration de la construction en bottes de paille porteuse, cette fois-ci avec des grosses bottes de paille.
Premier exemple de construction avec des grosses bottes, cette maison réalisée par Corentin Desmichel, architecte en France. Nous voyons ici le principe de construction avec des grosses bottes, un plan très simple, un rectangle. Les fenêtres essentiellement au sud, une toiture de pans. La hauteur d'un mur construit avec des grosses bottes est de seulement 2 bottes empilées verticalement. Elles sont mises en œuvre à la grue puisque très lourdes. On notera que les ossatures sont dimensionnées en conséquence. Deuxième exemple d'une construction en paille porteuse avec des grosses bottes, cette fois par l'architecte suisse Werner Schmidt. À nouveau, un bâtiment avec des formes simples, des planchers qui sont faits de bois massif, des cloisons qui sont faites ici aussi de bois massif, des plafonds qui sont isolés en grosses bottes de paille, ainsi que les murs, ainsi que le plancher. À l'intérieur, des enduits de terre sont appliqués sur les bottes de paille, ce qui permet d'avoir une très bonne inertie et un grand confort. On notera à nouveau, dans ce cas aussi, que le plan est très simple, un plan en U, très ouvert au sud, avec des fenêtres qui captent la chaleur en hiver, et un plancher isolé en grosses bottes, un plafond isolé en grosses bottes, et des murs isolés en grosses bottes. Nous avons vu l'utilisation précédemment de petites bottes, et maintenant de grosses. Quels sont les inconvénients et les avantages de chacune d'entre elles? Globalement, le niveau d'isolation des petites bottes est tout à fait suffisant, quel que soit le climat. Les grosses bottes sont plus faciles à manipuler avec des machines, mais l'utilisation de grosses bottes accroît la surface à construire, que ce soit au niveau de la dalle, des façades, de la toiture. En moyenne, il y a au moins 12% de plus de frais de construction en matériaux liés au fait que les murs sont plus épais. Voyons maintenant des techniques de remplissage d'ossature bois avec de la paille. Nous allons voir les débuts en France, puis quelques exemples de remplissage ossature à partir de chantiers qui ont été réalisés. On distingue 4 types d'ossature. Des ossatures traversantes, des ossatures centrées au milieu de la paille, des ossatures qui sont décentrées ou à l'extérieur ou à l'intérieur, et des ossatures doubles. La construction en ossature bois remplissage paille a commencé en France en 1921. Nous avons la chance d'avoir la revue scientifique Science et Vie qui a consacré un numéro à la première construction d'une maison en paille. Il y a eu d'ailleurs d'autres constructions de ce type, probablement plusieurs dizaines, dont nous avons retrouvé la trace pour certaines d'entre elles. Cet article évoque
et montre la construction avec ses différentes étapes, le pressage de la paille, la mise en œuvre des bottes de paille dans des ossatures préfabriquées. Une finition qui est appliquée directement sur la paille, comme nous le faisons aujourd'hui, et qui est un enduit à base de chaux. Cette maison est toujours en service, toujours en bon état, après plus de 100 ans d'utilisation. Elle accueille actuellement le Centre national de la construction en paille. Voyons maintenant un exemple contemporain de construction en paille avec une ossature bois. Il s'agit ici du bâtiment de la société Izuba, spécialisé bâtiment énergie. Le choix a été fait par l'architecte Vincent Rigassi de réaliser une ossature qui sera remplie depuis l'extérieur avec de la paille. Cette technique présente l'intérêt de pouvoir réaliser des travaux à l'intérieur, alors même que l'isolation en paille est en cours ou n'est pas terminée. On voit ici une vue du bâtiment terminé avec des enduits de terre, des briques de terre comprimées qui ont été utilisées pour agrandir l'inertie du bâtiment. La coupe présentée ici montre que la toiture et les murs de ce bâtiment ont été isolés en paille. Par ailleurs, c'est un bâtiment qui bénéficie de protection solaire contre l'inconfort en été et qui est ventilé naturellement. Il a été conçu pour être confortable en toute saison. Deuxième exemple de remplissage d'ossature bois, cette fois les bâtiments de la société EcoCert, un bâtiment réalisé par Jean-François Collard, architecte, avec un bâtiment à 3 niveaux, qui est équipé d'un escalier central qui apporte de la lumière naturelle dans tout le bâtiment, des enduits de terre appliqués sur un noyau central en maçonnerie, une terrasse photovoltaïque et des équipements techniques qui sont volontairement visibles pour faciliter la maintenance et réduire les coûts de construction. On voit par exemple ici la gaine de ventilation de la double flux. Le bâtiment est en plusieurs niveaux. On voit la façade sud en haut à gauche. Et on peut remarquer que ce sont surtout les façades sud et nord qui sont vitrées, car elles permettent d'éviter les problèmes de surchauffe en été. Le plan du bâtiment est assez simple, avec des parties en open space et d'autres avec des bureaux fermés. Le dernier niveau est consacré aux salles de réunion. Cette vue en coupe permet de comprendre comment est organisé le bâtiment. Au centre, un noyau en maçonnerie qui contrevente le bâtiment et accueille l'ascenseur. Une structure poteau-poutre qui porte des planchers en bois massif et à la périphérie, des caissons isolés en paille sous forme de murs rideaux.
Nous voyons ici la construction du noyau central en maçonnerie, puis la pose des poutres et des poteaux de bois. Troisième étape, la mise en place des planchers en bois massif contre-cloués. Et enfin, lorsque le bâtiment est à l'abri des intempéries, la paille est amenée pour être appliquée en isolation intérieure. Nous voyons ici les caissons qui accueillent la paille qui est posée depuis l'intérieur. Ceci permet de travailler à l'abri des intempéries. Nous voyons aussi en bas à droite un mur chauffant rafraîchissant qui est un tube avec du fluide caloporteur qui amène de la chaleur ou de la fraîcheur au niveau du noyau central. Il est noyé dans la terre et on le voit ici en haut à gauche avec une finition en terre crue qui permet de bénéficier de la chaleur de ce mur chauffant et d'avoir une esthétique très agréable. Nous voyons ensuite la façade nord du bâtiment à droite et en bas à gauche la façade ouest. Ce bâtiment est à énergie positive, il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Voyons maintenant un exemple de bâtiment industriel, l'herbier du Diois. C'est un bâtiment à structure bois dans lequel sont posés des grands caissons de 5 mètres par 2,50 m remplis de paille. Ils sont livrés sur camion et appliqués sur la charpente. Nous voyons ici, par exemple, un caisson vide avant son remplissage en paille et sa pose. La coupe présentée ici montre la simplicité de construction de ce bâtiment réalisé par l'architecte Vincent Rigassi. Nous avons des caissons employés aussi bien en façade qu'en toiture. Autre exemple de bâtiment préfabriqué avec à nouveau une structure poteau-poutre. Il s'agit d'un magasin réalisé par l'architecte Corentin Desmichel. Les caissons ont été préfabriqués avec des poutres en I. Ils sont remplis de paille, contreventés par des feuillards et fermés côté intérieur par des plaques de gypse. Côté extérieur, on le voit chargé sur le camion. Les caissons sont habillés avec un bardage bois. Une fois ces caissons fabriqués, ils sont amenés sur le chantier et on voit ici la préparation du soubassement qui va accueillir les caissons. On a une coupure capillaire, c'est un feutre de goudron et un joint d'étanchéité à l'air. Les caissons sont posés sur ce soubassement et fixés à la charpente poteau-poutre. La couverture est réalisée de la même manière
avec des caissons remplis de paille. Nous voyons ici une coupe du bâtiment qui montre à nouveau la simplicité de la construction. Voyons maintenant une illustration de l'usage de bois rond pour de la construction avec de la fabrication. Il s'agit d'un atelier paysan qui a été réalisé par l'architecte Corentin Desmichel. Nous voyons l'assemblage de ces bois ronds et la pose des caissons préfabriqués qui sont livrés vides et qui sont remplis une fois le chantier à l'abri sur le chantier. Examinons maintenant les différents systèmes d'isolation par l'extérieur en paille. On en distingue plusieurs, les systèmes collés, chevillés, liés, calés-chevillés et à ossature. Nous allons en voir seulement quelques exemples. Première chose, la réalisation avec un chevillage. La vidéo ci-dessous va nous permettre de voir la qualité de la fixation apportée par des chevilles, ici dans un pisé, c'est-à-dire un mur de terre crue comprimé. Donc un trou est fait dans le mur. La cheville est enfoncée dans le mur. Et nous allons voir que c'est très résistant à l'arrachement. On peut voir que c'est vraiment très résistant. On le voit ici maintenant testé en vrai. L'intérêt de cette technique est d'aller vite. À partir du moment où le mur est de bonne qualité, on peut percer dedans et se fixer directement avec des chevilles pour maintenir les bottes de paille. C'est donc un système efficace, rapide et sec. On va voir une autre illustration de ce type de système constructif, avec cette fois un mur en bois massif sur lequel a été appliquée de la paille fixée par des chevilles. Il s'agit de logements sociaux passifs qui disposent du label Passive House. On voit tout d'abord qu'un radier en verre cellulaire va accueillir le bâtiment. C'est un système très isolant qui permet de poser le bâtiment sur un tapis isolant. Deuxième chose, le bâtiment est construit en bois lamellé croisé et les bottes de paille sont vissées directement dans le bois massif. Ensuite, une finition enduite sera appliquée sur le bâtiment, ce qui permettra d'avoir une finition
tout à fait classique. Nous pouvons voir dans la coupe l'organisation du bâtiment avec un captage de chaleur au sud, une bonne isolation périphérique et une isolation des combles. Voyons maintenant un autre système de fixation des bottes de paille sur un bâtiment existant, avec ici un système lié. On peut utiliser des sangles ou tout simplement de la corde et notamment la ficelle qui est utilisée pour grouper des bottes de paille dans des paquets communs. Il s'agit d'un chantier réalisé par Benoît Rogelot, architecte à Paris. On voit ici la mise en œuvre sur ce bâtiment avec des sangles qui sont fixées dans le mur en pierre et qui viennent serrer les bottes de paille contre la paroi. Autre illustration ici, avec un système apporté par l'extérieur, avec une ossature bois qui permet de maintenir les bottes de paille. Donc on le voit en haut sur une maison en pierre et en bas sur une maison en bloc de béton. Dans les deux cas, on obtient une très bonne isolation. Vous noterez que les soubassements sont soulevés par rapport au sol de manière à ce que la paille ne prenne pas l'humidité du sol. Alors voyons un exemple maintenant à Avignon, en France, avec l'école Montessori qui a été créée à partir d'un ancien atelier industriel. Nous voyons le bâtiment au départ avec une charpente en métal très simple, des murs en bloc de ciment. L'isolation est réalisée dans une ossature en bois qui va porter la paille, les fenêtres, les volets, les gouttières en métal. La paille est enduite à la machine et côté intérieur, des enduits de terre crue sont appliqués sur les murs en bloc de béton. À la fin des travaux, on obtient un très beau bâtiment avec des performances thermiques remarquables. Cette coupe permet de mieux comprendre l'organisation des travaux avec un soubassement construit à l'extérieur du bâtiment existant et rempli d'argile expansée. Ensuite, une ossature bois qui accueille des bottes de paille en isolation et un chenot placé au-dessus de l'isolation qui recueille les eaux de pluie. La toiture existante n'a pas été modifiée et une isolation complémentaire a été appliquée depuis l'intérieur et remplie de ouates de cellulose. Voyons maintenant un autre système d'isolation par l'extérieur qui fait appel à des ossatures bois aussi et à des panneaux de paille comprimée. Il s'agit de la résidence Paoli à Arles et le chantier a été supervisé par Cédric Hamelin, architecte de l'association Nebraska. Nous voyons donc qu'ont été utilisées à la fois des petites bottes de paille et des panneaux de paille là où on avait besoin d'une faible épaisseur d'isolation pour préserver l'espace habitable. Le chantier a été réalisé depuis l'extérieur.
Et on voit ici la fixation des bottes de paille avec des sangles. On peut le faire aussi avec des cordes. Dans les balcons, un matériau de plus faible épaisseur a été employé. Il s'agit des panneaux de paille de la société française Copano. Ils sont chevillés dans le mur en béton et on notera que sur la partie la plus basse, qui est en contact avec l'humidité, on a appliqué du liège plutôt que de la paille. Ceci permet donc de bénéficier d'une bonne isolation tout en ayant une faible épaisseur d'isolation. Voyons maintenant, donc la paille est issue de céréales qui nous permettent de nous nourrir. Elles produisent des grains et la tige des céréales, une fois sèche, constitue la paille. Voyons donc quelles sont ces ressources. Les céréales sont constituées de 3 parties. Les racines, la tige qui forme la paille et l'épi dans lequel nous trouvons le grain. La culture commence avec les semis, puis les céréales font leur croissance et lorsqu'elles sont mûres, on récolte au cours de la moisson le grain et la paille. Une partie de la paille reste au sol et est broyée par la moissonneuse. Une autre est laissée derrière la moissonneuse et sera ensuite pressée avec un tracteur et une presse agricole. On obtient alors des bottes de paille qui sont récoltées et stockées à l'abri dans un hangar. Examinons la situation relative de la France et de l'Ukraine. Les deux pays font à peu près la même superficie. L'Ukraine est un peu plus grande. L'Ukraine bénéficie de plus de terres agricoles car elle est moins montagneuse que la France. La production de grains en 2023 en Ukraine et celle de paille a été supérieure à la production française. Nous voyons par ailleurs que depuis 40 ans, la production de céréales augmente fortement en Ukraine et c'est donc une belle occasion de pouvoir disposer de matières importantes pour la construction et pour d'autres usages. En France, aujourd'hui, nous utilisons essentiellement la paille comme litière animale, 51% des matières paille. Il y en a 41% qui retournent directement au sol à la fin de la moisson et qui sont donc broyés par la moissonneuse batteuse. Il y en a environ 8% qui sont employés pour divers usages et la construction n'en consomme que 0,1%. Si l'on voulait isoler massivement en paille, en France ou en Ukraine, nous avons très largement les ressources nécessaires pour cela. Avec 1% de la paille en Ukraine, on pourrait isoler 20% des logements neufs qui sont construits chaque année en Ukraine. Avec 5% de la paille ukrainienne, nous pourrions isoler 99% des logements. En France, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur.
Nous venons donc de faire un tour de la construction en paille. Nous avons vu les caractéristiques du matériau, les techniques constructives et les ressources disponibles. On voit qu'elles sont abondantes, suffisantes pour construire un très grand nombre de bâtiments. J'espère que cela vous donnera envie de le faire vous aussi. Et je suis maintenant à votre disposition pour des questions et des échanges. Merci pour votre attention.